un quatrième moyen de paiement que j'ai découvert en arrivant ici, qui n'est pas très utilisé. Je vous l'accorde, mais j'ai quand même été très surpris. C'est la possibilité de payer avec du Bitcoin. Vous arrivez sur certaines échoppes, vous avez un gros panneau avec un autocollant écrit « On accepte le Bitcoin ici ». J'ai eu la chance de pouvoir échanger avec ces personnes qui l'acceptaient. Alors bien sûr, le problème c'est qu'elles ne parlent pas anglais, elles parlent que portugais. Et je n'ai pas cette compétence-là, donc on a fait ça avec un Google Trad. Et souvent, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont un terminal de paiement. Un petit peu comme ce que proposait la personne que j'avais interviewée de chez Swiss Bitcoin Pay. Mais là, c'est quelque chose qui a été développé ici par des personnes locales et souvent même c'est de la famille. C'est même pas des entreprises externes qui sont venues pour leur apporter cette solution. C'est vraiment eux en interne qui sont trouvés une nouvelle possibilité. Alors ça fait un espèce de TPE Orange, je vous mettrai directement une photo pour que vous puissiez comprendre. Et là, vous avez plusieurs possibilités. Plus de simplicité d'échange et un marché qui va être nettement plus efficace et des meilleurs rendements avec une vraie preuve de détention, tout ce qui va être lié à l'utilisation en fait de la technologie blockchain qui va permettre d'avoir une résistance à la censure, éventuellement une décentralisation, etc. Parce que je parle pas des blockchains privées, hein, je parle bien évidemment des blockchains publiques qui ont tous les piliers qui font qu'une blockchain bien évidemment va être intéressante. Et donc c'est tout ça en fait, tout ce cocktail là qui va faire en sorte que le lien entre les actifs tangibles qui existent dans la finance traditionnelle et tout ce qu'on connaît aujourd'hui va pouvoir finalement être tokenisé, va pouvoir exister dans le secteur crypto. Il n'y aura plus vraiment de barrière entre le monde physique et le monde virtuel. Juste pour que vous puissiez quand même vous rendre compte des chiffres qu'il y a derrière et des différents points de mesure, encore une fois, là je vous ai mis le graphique de la finance décentralisée d'un point de vue général dans le secteur crypto depuis les années 2019 jusqu'à la fin de l'année 2023. Et ce qu'on remarque, c'est que sur 2019, 2020, 2021... Extrêmement prometteur sur le papier. S'il n'est pas dans un narratif qui aura le vent dans le dos, il aura peu de chances de performer, contrairement à un projet qui peut être moyen sur le papier, des tokenomics plus ou moins moyennes, des fondamentaux moyens, mais qui est sur un narratif qui explose. Par exemple, comme on a vu récemment un petit peu un mini-narratif, on va dire, de l'intelligence artificielle, on avait des projets voilà, qui mettaient IA dans leur nom et qui pouvaient prendre x3 en quelques semaines. Je trouve que vraiment repérer les narratifs qui ont plus de chances d'exploser et ensuite, à partir de cela, pouvoir sélectionner les cryptos les plus prometteuses, parce que évidemment, après, on va essayer de sélectionner les pépites, comme on dit, dans ce certain narratif. C'est ce qui, en tout cas, m'a donné les meilleurs résultats dans mon expérience et ce qui, pour moi, le plus de chances de se repasser lors du bull run qu'on va avoir si on l'a, bien sûr, dans les mois à venir. Là, je voulais parler d'un sujet qui a fait énormément couler d'encre ces derniers temps et qui, moi, m'a énormément aussi interpellé, puisqu'on aurait potentiellement l'arrivée du KYC sur Uniswap. Alors, le KYC, hein, ça veut simplement dire Know Your Customer, et en général, c'est des papiers que vous allez devoir donner quand vous utilisez des plateformes centralisées, comme Kraken, Binance, Coinbase, etc. Quand vous créez un compte sur la plateforme, et si vous voulez l'utiliser correctement et avoir toutes les fonctionnalités, vous allez donner votre carte d'identité, vos justificatifs de domicile, enfin bref, tout un tas de documents personnels. Pour un côté juridique et réglementaire, c'est obligatoire pour que vous puissiez utiliser la plateforme correctement. Le problème avec ça, c'est que y a tout un tas de censure, il y a des papiers qui se font voler, il y a tout un tas de recels de papiers d'identité qu'on a pu retrouver sur le darknet. Ça a été le cas de Binance. Il y a eu également la fuite des données sur Ledger, hein, que vous avez tous entendu parler. Quand il y a eu la faillite de Celsius, également, il y a tout un tas de données qui ont pu être retrouvées sur Internet. Donc, bref, le KYC en crypto, ça fait un petit peu grincer des dents. Aujourd'hui, il y a une grosse conférence en France de cybersécurité qui s'appelle le SIC, qui est à Rennes. Et les équipes de chez Ledger font des communiqués dessus, ils font des conférences. Vous avez la vidéo qui traîne sur Internet si ça vous intéresse. Et ils ont fait un document vous voyez, de 26 pages sur comment exploiter un trésor avec les différentes vulnérabilités. C'est de bonne guerre, hein, c'est de la guerre commerciale, ils prennent le produit du concurrent, ils l'exploitent et autres. Mais c'est là où vous comprendrez réellement l'impact de la couche de sécurité entre l'open source et le fait de cacher certaines informations du firmware. Là, leur objectif, c'était de montrer en fait, qu'on pouvait retrouver le code PIN d'un utilisateur en moins de 3 tentatives via des attaques, ce qu'on appelle des side channel attaques. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez regarder les variations électroniques en fait, des tensions en fonction de ce que vous allez modifier dans les composants pour arriver à récupérer des bouts de code ou arriver à récupérer des morceaux de clés et autres. Ce sont des choses qui sont assez techniques